Mon approche de la question ce soir sera une approche qu'on peut qualifier d'existentielle, de phénoménologique, pour employer un gros mot de la philosophie, qui renvoie essentiellement à l'idée de vécu, à l'idée de l'expérience d'un sujet humain. Et puis cette approche, elle sera aussi terrestre. Ce que je veux dire par là, c'est que ma perspective n'est pas celle d'un croyant. Elle ne concerne pas le temps de l'au-delà, mais bien le temps de l'ici-bas. Et puis peut-être que certains ont pu être trompés par le titre de la conférence. Je précise aussi qu'il ne s'agit pas de réfléchir spécifiquement à des enjeux environnementaux liés à la crise climatique qui nous pousseraient à nous demander est-ce que nous avons encore le temps de réparer le mal que nous avons fait à la nature, est-ce que nous avons encore le temps de sauver la planète et l'humanité par la même occasion. Donc là, il s'agira simplement de réfléchir en philosophe à notre rapport au temps. Et pour cela, alors je ne sais pas si tout le monde a pu en avoir, mais j'ai prévu un petit document qui accompagnera un certain nombre de courtes références, de courts textes que je vous propose. Je vais commencer donc par l'un de ces courts textes dont je prends la lecture maintenant. Qu'est-ce donc que le temps ? Qui pourra l'expliquer clairement et en peu de mots ? Qui pourra en parler convenablement, le saisir même par la pensée ? Cependant, quel sujet plus connu, plus familier de nos conversations que le temps ? Nous le comprenons très bien quand nous en parlons, nous comprenons de même ce que les autres nous en disent. Qu'est-ce donc que le temps ? Quand on ne me le demande pas, je le sais, mais dès qu'on me le demande et que je tente de l'expliquer, je ne le sais plus. Alors, ces propos ne sont pas ceux d'un philosophe contemporain, mais ils remontent aux environs de l'an 400 après Jésus-Christ. Nous les devons à Augustin, évêque d'Hippone, ou Saint-Augustin comme on l'appelle, un des 4 pères de l'Église occidentale. Et ces propos se situent au livre 11 de ses Confessions. Alors ici, Augustin pointe du doigt une difficulté que nous avons à définir quelque chose auquel nous sommes pourtant confrontés quotidiennement, en permanence. Et on va partir de là. À quoi tient cette difficulté que nous avons à définir le temps ? En effet, il y a bien un paradoxe au cœur du temps, qui est que malgré son évidence immédiate, il est une notion difficile à définir, et en fait, nous n'en avons qu'une intuition qu'on pourrait qualifier de confuse. Nous pourrions dire tout d'abord, si on essayait de préciser cette intuition du temps, que le temps, c'est ce qui se décompose en 3 dimensions. On a le passé, le présent, le futur. Mais d'emblée, dans la suite de cet extrait, Augustin nous met en garde, il précise que le passé, par définition, c'est ce qui n'est plus. Alors que le futur, c'est ce qui n'est pas encore. Ce qui fait de ces 2 dimensions, en réalité, 2 néants. Parce que ce sont des dimensions qui ne sont pas, qui n'existent pas présentement. Et le problème, c'est que d'autre part, le présent est lui aussi par nature insaisissable, parce que à peine avons-nous le temps de parler de lui, qu'il est déjà passé. Donc en un sens, on pourrait dire que le présent, c'est rien d'autre qu'un avenir qui passe au passé en permanence, sans qu'on puisse le retenir, parce que s'il était suspendu, ce serait plus le temps, ce serait l'éternité, nous dit Augustin. Donc, nous n'avons pas de prise durable sur le présent, il est constamment fuyant. Et donc, comment définir, comment figer ce qui n'a de cesse de s'écouler ? On voit bien qu'il y a une difficulté. Et puis, en définitive, on pourrait se dire aussi que le temps, il est d'autant plus difficile à définir que nous sommes dedans. Il est trop immédiat pour qu'on puisse le mettre à distance, qu'on puisse l'objectiver par la pensée et pour en faire notre objet de réflexion. Donc ça, c'est vraiment pour essayer de cerner cette difficulté à définir. Et pourtant, on voit bien d'un autre côté que nous percevons le temps. C'est une évidence indéniable. On voit la trotteuse de nos montres qui parcourt le cadran. On voit que nos agendas nous signalent des contenus d'emploi du temps, souvent bien remplis, et puis les horaires aussi que nous devons respecter. Et puis on voit aussi que les fruits mûrissent, puis pourrissent, que les saisons se suivent, ne se ressemblent pas forcément, que des rides se forment sur nos visages, et puis que certains êtres chers aussi nous quittent irrémédiablement. Donc notre première appréhension du temps nous renvoie souvent à l'idée d'un flux, d'un écoulement, même d'une fuite, d'une sorte d'impermanence fugace, perçue comme fatale, inéluctable. Et donc, comme le dit très joliment le philosophe Louis Lavelle, le propre du temps, c'est de nous devenir sensibles, moins par le don nouveau que chaque instant nous apporte, que par la privation de ce que nous pensions posséder et que chaque instant nous retire.
Et puis il arrive aussi quand même dans certaines circonstances que le temps s'éprouve au contraire comme absolument interminable. Certaines attentes qui nous font perdre patience, certaines réunions rébarbatives, certaines nuits d'insomnie où le sommeil ne vient décidément pas, nous font au contraire éprouver le temps comme une durée qui s'étire indéfiniment et qui nous confronte à l'ennui d'un temps qui ne passe pas ou qui ne passe pas assez vite. D'où une première question que nous pouvons tirer de cette réflexion préliminaire et qu'il est nécessaire de résoudre pour savoir si nous avons le temps. Est-ce que d'abord le temps c'est bien une réalité physique, objective, une sorte de puissance extérieure, naturelle qui s'impose à nous, ou bien est-ce que c'est pas plutôt un vécu subjectif, une pure construction humaine qui résulte justement de la perception consciente de notre existence. Donc deuxième temps de notre introduction, je voudrais montrer que deux approches peuvent être mobilisées pour appréhender la réalité du temps. Alors je vais les appeler, c'est sans doute une simplification abusive, mais bon, elle a surtout pour fonction d'être pédagogique. D'un côté, on va avoir l'approche scientifique, d'une part, et puis de l'autre, on aura l'approche plutôt philosophique. Alors qu'est-ce qui différencie d'abord ces deux approches ? Pour l'approche scientifique, le temps renvoie à une notion objective. Depuis environ l'invention de la science moderne, l'époque de Kepler et de Galilée, le temps c'est une réalité qui est conçue à partir d'un petit nombre d'idées élémentaires comme l'instant, l'intervalle entre deux instants, la simultanéité de deux événements, des notions aussi comme l'antériorité, la postériorité, la vitesse, l'accélération, etc. Donc ça veut dire dans ce cas-là que le temps c'est bien une grandeur quantifiable qu'on peut diviser à l'infini en heures, minutes, secondes, etc. Et qu'on peut aussi mesurer à l'aide d'instruments techniques plus ou moins précis, autrefois la clepsydre, le cadran solaire, et puis aujourd'hui la montre, le chronomètre digital qui mesure la durée jusqu'au centième de seconde. Ces mesures précises vont permettre en outre une série de calculs, comme la mesure d'une fréquence horaire, la prévision d'un événement qui obéit à une loi dans le cadre d'une théorie physique, par exemple, etc. Donc, en tant que réalité objective, le temps est bien conçu, pensé par l'esprit humain, sur le mode de la rationalité scientifique. En revanche, selon l'autre approche, l'approche que j'appelle à défaut philosophique, le temps c'est moins une réalité conçue qu'un réel perçu, et même plutôt vécu subjectivement. Alors on doit surtout à Bergson la critique de l'appréhension scientifique du temps, qu'il juge trop réductrice et inadéquate, parce que justement, à force de mesurer le temps, la science a tendance à le figer, et même à le spatialiser. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement ? On en trouve la trace de cette analyse dans un ouvrage qui s'appelle « Les données immédiates de la conscience », dont je vous ai mis un petit extrait, et dans lequel Bergson explique ceci. Quand je suis des yeux sur le cadran d'une horloge, le mouvement de l'aiguille qui correspond aux oscillations du pendule, je ne mesure pas de la durée, comme on paraît le croire, je me borne à compter des simultanéités, ce qui est bien différent. En dehors de moi, dans l'espace, il n'y a jamais qu'une position unique de l'aiguille et du pendule, car des positions passées, il ne reste rien. Donc, en mesurant du temps physique, en réalité, nous ne mesurons que de l'espace, plutôt que du temps. La ligne qu'on mesure est immobile, le temps est mobilité. La ligne, c'est du tout fait, le temps est ce qui se fait, et même ce qui fait que tout se fait. Donc autrement dit, pour reprendre cette analyse, ça veut dire que quand on regarde les aiguilles se déplacer, ce sont tout simplement ces positions à chaque instant dans l'espace que nous voyons. Et donc, tout ce qu'on voit, c'est que l'aiguille occupe telle position, puis une autre position, et ainsi de suite. Et donc ce que l'on observe, ce sont bien des simultanéités, c'est-à-dire que l'aiguille a une certaine position à un instant précis, et elle en a une autre à l'instant suivant. Et en fait, ces juxtapositions de positions n'ont aucun lien entre elles. Elles n'indiquent que de l'instant, du présent suspendu. Elles n'ont ni épaisseur, ni durée. Et donc, ce temps des scientifiques est un temps trop fictif, abstrait, et en quelque sorte vide pour Bergson. Alors, qu'est-ce que c'est que le temps véritable ? Au contraire, le temps véritable, c'est un temps qui est vécu. C'est une durée qui est subjective. Alors, ça ne veut pas dire, comme l'accorde volontiers l'opinion commune, que chacun perçoit cette durée à sa manière, que pour les uns, le temps passerait plus vite que pour les autres dans certaines circonstances. C'est surtout l'idée que la durée est subjective parce qu'elle est indissociable d'une conscience du temps. Et donc,
Elle est irréductible à sa représentation objective, qui elle tend à la figer, et à lui faire perdre son caractère propre de devenir dynamique, par lequel advient tout état du monde. Alors, je cite Bergson à nouveau. Au-dedans de moi, un processus d'organisation ou de pénétration mutuelle des faits de conscience se poursuit, qui constitue la durée vraie. C'est parce que je dure de cette manière que je me représente ce que j'appelle les oscillations passées du pendule, en même temps que je perçois l'oscillation actuelle. Or, supprimant pour un instant le moi qui pense ces oscillations du pendule, une seule position même de ce pendule, point de durée par conséquent. Supprimons d'autre part le pendule et ses oscillations, il n'y aura plus que la durée hétérogène du moi, sans moments extérieurs les uns aux autres, sans rapport avec le nombre. Donc, ce que Bergson cherche à nous faire comprendre ici, c'est que ma vie a une durée, une épaisseur, parce qu'elle est chargée des qualités qui me sont propres, à savoir mon vécu, et donc ma mémoire du passé, mon ambition pour l'avenir, et qui font que, en réalité, un instant n'est jamais complètement substituable à un autre. Sa qualité est toujours singulière, ce sur quoi je reviendrai un petit peu plus loin dans cette intervention. Et donc, cette durée, dit Bergson, on la sent, on la vit. Le moi est le flux de cette conscience, gonflée de passé, elle dure au présent et se projette dans l'avenir. Elle ne connaît pas de rupture, elle est mouvante, fluide, indivisible. Son rythme est incompressible pour la conscience humaine. Alors, qu'est-ce qui résulte de cette confrontation entre un temps conçu objectivement et une durée vécue subjectivement ? Peut-être déjà une piste de réflexion pour nous amener à comprendre le fond de cette expérience commune que j'évoquais au début de mon intervention. En effet, si nous éprouvons le plus souvent le temps comme ce que nous subissons, aussi bien parce qu'il s'enfuit que parce que la société parfois nous impose un rythme effréné qui nous épuise, qui ne nous convient pas, c'est sans doute parce que nous adhérons spontanément à la première conception du temps. Nous pensons spontanément comme une évidence qui va de soi, qui ne nous viendrait pas à l'idée de remettre en question, que le temps, c'est objectif, que c'est en dehors de nous, et que c'est pour cela que nous n'avons pas de prise sur lui. Or, Bergson, comme tout philosophe, nous apprend à douter de cette évidence première et à envisager peut-être qu'un autre rapport au temps est possible, ce que je vais essayer de vous montrer un peu plus tard. Alors avant tout, soyons méthodiques. La question qui constitue le titre de cette conférence est la suivante: avons-nous encore le temps ? Et donc pour comprendre les implications de cette question, il convient de définir plus précisément ce qu'on entend par avoir le temps. Et peut-être même de s'étonner au sujet de cette expression. Le temps, est-ce que c'est vraiment une dimension que nous possédons, que nous avons, une quantité peut-être qu'on pourrait épargner ou au contraire dilapider, gaspiller, perdre tout bonnement? Est-il en ce sens entre nos mains comme quelque chose dont nous avons la maîtrise, ou au contraire est-ce qu'on n'est pas irrémédiablement condamné à le subir et à le voir filer entre nos doigts? Donc je vais essayer de vous montrer dans un premier temps d'analyse 2 raisons pour lesquelles le temps a tendance à nous rendre impuissants. Nous avons le sentiment de ne pas avoir le temps. C'est pas nous qui l'avons, mais c'est lui qui nous possède. Et puis je m'efforcerai de montrer dans un deuxième temps de la réflexion qu'en réalité il est peut-être possible de se libérer du temps, de ne plus le subir, à travers la célèbre locution latine Carpe diem, fortement connue, et puis aussi quelque chose un peu moins connu qui est la considération de ce que les Grecs appelaient le kairos, qu'on pourrait traduire par l'instant décisif ou l'occasion propice. Alors commençons d'abord pour montrer que, en général, nous avons le sentiment que nous n'avons pas le temps, et à quoi est due cette impression. Un des symptômes, il me semble, de notre relation actuelle au temps est sans doute le sentiment que nous avons souvent d'une accélération de nos rythmes de vie. Dans nos sociétés occidentales, contemporaines, nous sommes un peu comme le lapin d'Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, pressés, en retard, courant après un temps que, semble-t-il, nous ne pouvons jamais rattraper. Alors c'est dans cette perspective qu'en 2010, un sociologue et philosophe allemand qui s'appelle Hartmut Rosa a publié un ouvrage qui s'intitule « Accélération, une critique sociale du temps ». C'est paru aux éditions La Découverte. Et dans cet ouvrage, Rosa met en évidence un paradoxe de nos modes de vie contemporains, parce que d'un côté, nous bénéficions de progrès technologiques notables qui nous permettent d'économiser beaucoup de temps,
C'est le cas par exemple dans les transports qui sont toujours plus rapides, mais aussi dans les communications qui nous permettent aujourd'hui de véhiculer l'information de manière quasiment immédiate, la preuve en est. Et puis pourtant, malgré cet indéniable gain de temps, nous paraissons toujours en manque de temps, comme s'il y avait une corrélation entre le temps qu'on économise et la sensation d'en manquer. Alors comment expliquer cela ? Il me semble qu'une réponse possible que l'on peut fournir à cette question se trouve dans les analyses menées par un philosophe que j'ai déjà eu l'occasion de présenter ici, philosophe du XXe siècle qui s'appelle Jacques Ellul, qui n'est pas forcément très connu. C'est un penseur qui est né en 1912, qui est décédé en 1994, qui a été philosophe, mais aussi professeur d'histoire du droit, sociologue, penseur de la société technicienne moderne, et puis théologien protestant aussi. On dit parfois de lui que c'était le Heidegger français, ou encore le père spirituel de José Bové. L'essentiel de son œuvre demeure encore un peu dans l'ombre aujourd'hui, pour le grand public d'ailleurs, comme pour les gens qui font de la philosophie. Et ce qui m'intéresse ici, c'est qu'une grande partie de son œuvre a été consacrée à l'étude de la technique, non pas précisément sur la technique en tant que telle, mais surtout sur la part qu'elle occupe dans nos consciences contemporaines. Et ce que je voudrais montrer, c'est que notre rapport au temps aujourd'hui est essentiellement ce qu'on pourrait appeler un rapport technique, qui fait peser sur nous justement ce sentiment de subir le temps, d'en être l'esclave malheureux. Alors pour bien comprendre de quoi il retourne, il faut que je commence, comme toujours en philosophie, par définir ce que c'est que la technique. Simplement, quand on parle de technique, on désigne en réalité un vaste ensemble qui comprend d'abord tous les objets fabriqués par l'homme, en vue d'une certaine utilité, les outils, les machines, les automates, les robots, les ordinateurs, etc. Et pourtant, dans la technique, il ne faut pas aussi oublier qu'il faut inclure ce qu'on appelle des savoir-faire, des méthodes, des modes d'emploi, des recettes qui ne vont pas toujours d'ailleurs forcément s'incarner dans un objet. On dit par exemple d'un commercial qu'il a une technique de vente qu'il va pouvoir déployer en fonction du profil de son client. On peut dire aussi d'un randonneur égaré qui n'a pas de boussole, qui peut utiliser des techniques d'orientation en regardant où pousse la mousse sur les arbres, où est le soleil, etc. Et donc la technique, c'est pas simplement des objets techniques, mais c'est en général tous les moyens qu'on invente et qu'on utilise en vue d'atteindre les fins que nous nous sommes donnés. Donc, d'une certaine manière, on peut dire aussi que la technique, ça renvoie à un mode de pensée, à un certain type d'usage de la raison, ce qu'on appelle un usage de la rationalité. Et donc, le mode de pensée technique, c'est quoi ? C'est toujours la recherche du meilleur moyen, et ce, dans à peu près tous les domaines. Le meilleur moyen, ici, ça ne veut pas forcément dire, pas nécessairement dire, et même pas du tout dire meilleur au sens moral, ça ne veut pas dire le plus vertueux, le plus respectueux de la morale, mais meilleur ici, c'est tout simplement le plus efficace. C'est le plus rentable, le plus performant. Et donc, un rapport technique au monde, ce sera un rapport où ces impératifs d'efficacité, de performance, de rentabilité vont devenir prioritaires, venant petit à petit peut-être modeler notre rapport à l'existence, notre expérience dans son ensemble, et justement peut-être particulièrement notre rapport au temps. Ellul a montré dans une trilogie d'ouvrages consacrés justement à la technique que progressivement, la technique, c'est devenu un système, ce qu'il appelle un système. C'est le titre d'ailleurs de son ouvrage de 1977, Le système technicien. Un système qui fait peser sur l'homme de façon assez imperceptible un certain nombre de déterminations qui vont commander ses actions. En somme, sa thèse, c'est que l'homme moderne est conditionné par la technique. Son inconscient est très tôt modelé par la technique, modelé par ses impératifs, de telle sorte que ça vient entraver sa capacité à penser de manière libre. Et Ellul va assez loin dans cette thèse parce qu'il va jusqu'à employer le terme de terrorisme feutré de la technique. Alors, non pas au sens du terroriste qui pose des bombes, mais au sens idéologique abstrait de ce terme qu'on employait assez couramment en mai 68. Ce qui est terroriste, c'est ce qui va s'imposer, ce qui va constituer une influence profonde, durable, dont on ne peut pas se défendre. Par exemple, on peut dire que le discours du professeur sur l'élève peut être terroriste, d'une certaine manière. Donc l'idée, c'est de dire que la technique vient modeler l'inconscient des individus sans que ceux-ci aient vraiment les moyens de se défendre. Et elle devient donc une manière normale
de concevoir le monde, d'avoir un rapport au monde, sans que d'autres possibilités deviennent envisageables. Alors ça veut dire quoi concrètement ? On peut montrer par exemple, je pense assez facilement, que les valeurs de la technique dont je vous parlais, qui sont l'efficacité, la performance, la rentabilité, se sont progressivement imposées dans nos sociétés modernes comme des valeurs prioritaires qui nous apparaît normal de nous y plier, et ce, dans pas mal de domaines de l'existence qui sont souvent phagocytés par cette logique technicienne. Par exemple, dans le sport, on se rend compte que le culte de la performance, ça ne concerne pas forcément simplement le sport professionnel, mais que dans beaucoup de sports amateurs, ce culte de la performance va conduire par exemple des sportifs ordinaires à se doper. Il y a des statistiques qui attestent que justement le dopage a subi une progression assez nette ces dernières années. Dans l'éducation, évidemment, on est soumis à cet impératif d'évaluation de la performance en permanence. C'est devenu une priorité pour gérer la rentabilité des moyens qui sont mis en place. On est en plein dedans. La politique aussi, on attend de nos dirigeants des résultats immédiats, des actions efficaces qui vont être menées, etc. Et donc, évidemment, notre rapport au temps n'échappe pas à ça. Il est aussi soumis à cette logique technicienne. Le temps, c'est une quantité mesurable qu'il faut économiser, rationaliser, surtout pas gaspiller, parce qu'on sait bien, le temps, c'est de l'argent. Donc, au contraire, il faut gérer rationnellement cette ressource. Et nos emplois du temps sont assez souvent le reflet d'une telle conception. Ils sont surchargés. Ils ne laissent pas vraiment de place à des temps pour flâner, pour rêver ou carrément pour ne rien faire. Parce qu'il faut à tout prix remplir le vide. Il faut s'occuper, il faut faire quelque chose. Et même nos activités de loisirs, c'est-à-dire à l'origine situées sur du temps dit libre, s'accumulent et s'empilent parfois au point de nous donner peut-être le sentiment d'une certaine surcharge. On saute du cours de yoga à la répétition de musique, en passant par l'entraînement à la salle de sport. Autrement dit, il me semble que nous ne faisons pas que subir cette accélération du temps, parce que en fait, nous y participons, bien souvent nous-mêmes, au point de ne plus supporter d'ailleurs la lenteur. À quoi ça sert de réappuyer sur le bouton de l'ascenseur qu'on a déjà appelé ? Absolument à rien. On sait bien que ça ne va pas lui dire « Oh là là, faut que je me dépêche, il y a quelqu'un qui attend ». On va avoir tendance aussi à pester contre notre ordinateur s'il met trop de temps à charger une page web ou à s'allumer. On trépigne au supermarché quand la file d'attente à la caisse n'avance pas assez vite. Bref, c'est l'impatience générale. Et cette impatience, elle affecte en fait grandement notre façon d'être au monde, parce que ce culte de l'immédiateté, de l'instantanéité, nous rend justement pas simplement plus impatients, mais parfois même plus agressifs d'une certaine manière. En tout cas, ça nous rend sans doute moins disponibles à l'imprévu, de moins en moins capables d'être ouverts au monde pour s'en émerveiller. Et donc, en définitive, est-ce qu'il n'y a pas derrière tout ça une angoisse un peu plus sourde, celle qui nous susurre à l'oreille que la vie est courte, il ne faut rien rater, et au contraire, il faut accumuler un maximum d'expérience avant de disparaître. Alors, pour ouvrir ce deuxième temps, notre analyse du temps, comme ce que nous n'avons pas, peut-être on pourrait partir de l'idée que notre époque s'est spécialisée dans ce qu'on appelle le divertissement. Alors pas simplement parce que les loisirs y occupent une place plus grande qu'à d'autres époques, pas simplement parce que l'homme du XXIe siècle accorde une grande partie de son temps à des distractions en tout genre, mais plus fondamentalement au sens où Blaise Pascal entendait ce terme de divertissement. Ce philosophe utilisait ce terme en un sens vraiment étymologique, divertere en latin, ça signifie littéralement détourner de, au sens où par exemple on peut détourner de l'argent à son profit, par exemple. Et Pascal construit sur cette étymologie une catégorie morale. Le divertissement, c'est en réalité une pratique d'esquive qui est typique de l'existence humaine, qui consiste à se détourner d'une réalité qui est trop déplaisante, et pour cela, à se perdre justement dans une multitude d'activités pour ne pas avoir à songer à la misère de la condition humaine. Oui, parce qu'en effet, qu'est-ce qu'il y a de plus misérable qu'un homme, nous dit Pascal ? Nous sommes des créatures faibles, impuissantes, exposées aux affres de la maladie, de la solitude, à de multiples soucis,
et puis confronté en définitive à une certitude absolue, qui est l'inéluctabilité de notre mort. Bon, à bien y penser, c'est pas vraiment réjouissant. Et donc, comment faire face à une situation aussi désolante? Eh bien justement, le plus simple, c'est encore de ne pas y penser. Pas y penser du tout. Et donc, autant organiser nos vies de telle façon que nos occupations quotidiennes nous accaparent et nous évitent d'avoir à nous rappeler cette triste réalité. Autant fuir dans un maximum d'agitation le chagrin, la noirceur que nous apporterait la contemplation de notre propre finitude. Donc, si vous l'avez compris, le divertissement, en définitive, c'est un art de la diversion auquel nous nous employons bien volontiers pour échapper à l'ennui, sans nous avouer en fait le véritable enjeu d'un tel rapport à l'existence et au temps. Voilà pourquoi aussi, selon Pascal, nous sommes si peu aptes à vivre une relation apaisée à la temporalité. Alors, cet extrait célèbre des pensées mérite toute notre attention. Nous ne tenons jamais au temps présent. Nous anticipons l'avenir comme trop lent à venir, comme pour hâter son cours, ou nous rappelons le passé pour l'arrêter comme trop prompt, si imprudent que nous errons dans des temps qui ne sont pas nôtres, et ne pensons point au seul qui nous appartient, et si vain que nous songeons à ceux qui ne sont rien, et échappons, sans réflexion, le seul qui subsiste. C'est que le présent d'ordinaire nous blesse. Nous le cachons à notre vue parce qu'il nous afflige, et s'il nous est agréable, nous regrettons de le voir échapper. Nous tâchons de le soutenir par l'avenir et pensons à disposer les choses qui ne sont pas en notre puissance pour un temps où nous n'avons aucune assurance d'arriver. Ainsi, nous ne vivons jamais, mais nous espérons de vivre, et nous disposant toujours à être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais. Alors, précisons aussi quand même que cette fuite en avant par laquelle l'homme s'illusionne lui-même ne concerne pas spécifiquement des activités dites frivoles, par opposition à des activités, elles, sérieuses. En réalité, le travail, la chasse, la guerre, les conquêtes amoureuses, le militantisme politique, le sport, l'étude, le jeu, tout ce que vous voulez, tout est divertissement. Quelle que soit en définitive la fonction essentielle de ces activités, finalement, ce qui nous importe, c'est qu'elles nous rendent le service de nous éviter de penser à ce qui nous affligerait si nous le regardions en face. Donc, l'intérêt n'est pas tant le but, ce qu'elles nous procurent objectivement en termes d'activité, le but après lequel elles nous font courir, qui n'est finalement une sorte de leurre, mais bien plutôt le fait qu'elles nous font courir après quelque chose qui, lui, nous fait nous sentir vivants. Raison pourquoi on aime mieux la chasse que la prise, nous dit Pascal. Et donc moi-même, en écrivant et puis en prononçant cette conférence, en réalité, je cède bien volontiers au divertissement. Je dénonce la vanité d'un comportement auquel je n'échappe pas parce que le temps passé à ces activités vise peut-être non pas à me faire conquérir une certaine forme de sagesse, mais plutôt est une occasion pour moi de fuir ma propre finitude. Donc, dans la suite de l'analyse que Pascal fait du divertissement, il nous explique qu'en courant après le temps et après des objets de désir qui ne peuvent jamais nous satisfaire véritablement, que ce soit le pouvoir, les aventures amoureuses, la gloire, l'argent, tout ce qu'on veut, en réalité nous nous détournons du seul être qui pourrait véritablement nous combler, et cet être, bien entendu, c'est Dieu. Pour le chrétien qu'est Pascal, seul Dieu peut combler mon attente, et ce n'est que tant qu'il est sans Dieu que l'homme, justement, demeure misérable. Sa rencontre avec Dieu lui offre au contraire la félicité et l'incite à se préoccuper de la seule chose qui compte vraiment dans notre existence, qui est le salut de notre âme. Alors le problème, c'est que comme je vous l'avais annoncé dès le début de mon intervention, c'est là que nos chemins se séparent avec Pascal, parce que si la foi apparaît pour le chrétien comme une issue favorable à sa relation délétère au temps, qu'est-ce qu'il en est pour celui qui ne croit pas ? Est-ce qu'il est condamné à jamais à se perdre justement dans ce divertissement et à entretenir une relation au temps qui sera essentiellement insatisfaisante ? Ou bien est-ce qu'il y a une autre voie possible pour sortir de l'impasse ? Il me semble pour ma part qu'une telle ouverture elle existe et que Pascal, d'une certaine manière, nous en indique la direction lorsqu'il évoque à regret notre incapacité à nous tenir au présent. Or justement, se recentrer sur le moment présent, être capable de le vivre pleinement, de cueillir le jour, comme nous le rappelle le fameux Carpe Diem des Latins,
me semble être une piste intéressante qu'on va essayer ensemble de creuser un petit peu. Alors la formule d'abord, carpe diem. Carpe diem, c'est devenu ces dernières années une expression vraiment à la mode, sans doute même un peu galvaudée, tant on lui fait dire tout et son contraire. Vous pourrez vous amuser si vous la tapez sur un moteur de recherche. Vous allez tomber successivement sur des sites de restaurants, d'épiceries fines, des sites même de tatouages, c'est un slogan qu'on se tatoue beaucoup sur le corps, et même des salons de beauté. Alors récemment, vers 2013, les jeunes générations en avaient même traduit l'essence dans un acronyme qui était YOLO. YOLO, ça veut dire You Only Live Once, tu ne vis qu'une fois. Et donc une sorte de slogan qui servait à peu près à justifier n'importe quel comportement farfelu ou irresponsable, comme sécher ses cours, se teindre les cheveux en rose, se saouler comme jamais, sous prétexte justement qu'on ne vit qu'une fois. Alors, est-ce que c'est vraiment ce que nous incite à vivre cet antique carpe diem, littéralement traduit par cueille le jour? Bon, pas tout à fait, et on va essayer de le montrer. À l'origine, cette expression, vous la trouvez chez Horace, qui est un poète latin du 1er siècle avant Jésus-Christ, dans une de ses odes qu'il adresse à une certaine femme qui s'appelle Leuconoé, qui aime à se divertir lorsqu'elle organise des banquets, pendant lesquels on boit du vin, bon, encore, mais pendant lesquels aussi on se distrait grâce à différents amusements. Et pendant qu'on filtre les vins, à l'époque il faut filtrer les vins avant de les boire, Leuconoé aime bien se livrer à la lecture des horoscopes, dont elle attend justement qu'il lui révèle son avenir, ce qui, croit-elle, lui permettra d'apaiser ses craintes. Et Horace justement la détrompe en lui annonçant la chose suivante: « Sois sage, filtre tes vins, et n'encombre pas ta courte vie de longues espérances. Pendant que nous parlons, le temps funeste s'enfuit. Cueille le jour présent et crois le moins possible au jour à venir. » Alors à bien y regarder, ces vers font allusion plus ou moins directement à la vie, à la mort, au bonheur, au temps qui passe. Et reste à savoir comment on va organiser ces idées dans la pensée de leur auteur et puis dans l'épicurisme qui l'a influencé. Alors tout d'abord, on va partir justement de cette idée que le temps funeste s'enfuit. En effet, on peut dire que sans ce caractère irréversible du temps qui passe, sans cet horizon ultime de notre mort, notre question qui est de savoir comment sortir d'un rapport malheureux au temps ne se poserait même pas. En effet, on l'a vu, si le temps ne nous était pas compté, on ne s'inquiéterait pas de le gaspiller en vain. On ne se demanderait pas comment en profiter au mieux. Et donc c'est bien parce que notre vie est courte qu'il faut s'empresser d'en jouir. Et les anciens résumaient cela en une formule qui est « memento mori ». N'oublie pas que tu vas mourir. Donc il faut comprendre qu'on n'aurait sans doute pas le même appétit de vivre si la mort n'était pas la perspective finale vers laquelle converge notre existence. Si nous étions immortels, en fait, nous prendrions la vie pour quelque chose de définitivement acquis et somme toute de banal. Rien ne lui donnerait de valeur et on arriverait probablement au terme de notre existence en ayant tout bonnement oublié de vivre. En réalité, se souvenir qu'on va mourir, c'est d'abord se souvenir qu'il faut vivre, et cette injonction donne à l'existence davantage d'intensité. Rappelons-nous que cette vie passe trop vite, qu'il faut en faire quelque chose de beau, qu'il faut en faire quelque chose de bien, et donc chaque jour doit être vécu pleinement. Alors c'est facile à dire, mais comment faire exactement pour cueillir chaque jour qui s'offre à nous, sans être rattrapé par le train-train quotidien, par son rythme effréné? Comment faire en sorte que justement notre routine n'écrase pas cette belle résolution de profiter de l'instant présent? Alors évidemment, on peut comprendre que le carpe diem ne sera qu'une parole en l'air si on n'y pense qu'une fois de temps en temps, de loin en loin, pour l'oublier ensuite pendant des mois. Ça ne peut pas marcher. Mais si on y consacre un peu de temps, régulièrement, et l'enjeu est tel qu'il mérite bien cela, on peut petit à petit prendre la tournure d'esprit qui convient. Et Horace conseille à ce propos la chose suivante. Le matin, au réveil, se dire que le jour qui commence est peut-être le dernier, et surtout s'imposer d'en profiter comme tel. Je cite, « Entre l'espérance et le souci, la crainte et la colère, crois que chacun de tes jours est le dernier. L'heure qui viendra par surcroît et qui n'est pas espérée sera la bienvenue. » Et puis de même, le soir au coucher, se demander si on serait satisfait que notre vie s'achève sur ce jour, si on pourrait partir sereinement après une journée comme celle-ci, ou après même carrément une existence comme celle-là. Je cite à nouveau, « Celui-là vivra maître de sa vie et heureux, à qui il est permis de dire chaque jour « j'ai vécu ». Ce « j'ai vécu »
veut dire qu'on a profité de sa vie, suffisamment en tout cas pour être disposé à la quitter. Et donc ainsi, entre ces deux méditations que nourrit la perspective de la mort, on doit pouvoir vivre chaque jour à la fois, comme si c'était le premier, afin de porter un regard neuf dessus, de ne pas être blasé, et aussi comme si c'était le dernier, afin de ne pas oublier d'en jouir. Donc il faut profiter de la vie. D'accord, me direz-vous, mais comment ? Qu'est-ce qui me permettra exactement d'en jouir pleinement ? Intervient à présent la réflexion d'Horace sur le malheur. Et c'est en effet assez surprenant, cette humanité qui n'a qu'un seul but, le bonheur, qui semble travailler sans relâche à atteindre cet objectif, et qui passe si souvent à côté. Comment se fait-il que nous puissions manquer à ce point quelque chose que nous voulons tant, et à quoi nous travaillons tant ? Horace, et avec lui une longue tradition poétique et philosophique qui a repris ce thème du Carpe Diem, pointe toujours le même problème. Pour bien des mortels, le bonheur est considéré comme un état futur. Un état auquel nous parviendrons quand nous aurons fait ceci, quand nous aurons obtenu cela ou accompli cela. Et le temps d'heureux est donc toujours à venir, toujours différé. Je serai heureux demain. Alors c'est stupide, dit Horace. D'abord parce que demain, ça n'existe pas, demain est sans cesse repoussé à plus tard. C'est aujourd'hui qui existe. C'est aujourd'hui que je vis, c'est donc aujourd'hui que le bonheur doit arriver, pas demain. Dans le poème d'Horace, cela donne ce vers « N'encombre pas ta courte vie de longues espérances ». Nous avons donc des désirs, des espérances qui excèdent souvent le temps qui nous est imparti, et ça nous condamne nécessairement à être malheureux. Quelle vie misérable, en effet, à celui qui court sans cesse après des rêves grandioses qu'il n'atteindra jamais. Soyons raisonnables, nous dit Horace, demandons juste à être heureux. N'admettons que des désirs à taille humaine, des désirs à l'échelle de notre existence. Alors, quelle est-elle d'ailleurs cette échelle ? Combien de temps nous reste-t-il ? Un jour, un mois, 50 ans ? Voilà une autre raison de ne pas remettre à demain le moment d'être heureux. Est-ce qu'on est sûr d'avoir un lendemain ? Memento mori, je sais et je me rappelle que je dois mourir, c'est une certitude, mais je ne sais jamais quand. Alors, autant ne pas trop compter sur le futur, cueille le jour présent et crois le moins possible au jour à venir. Alors Blaise Pascal, qui pourtant n'est pas épicurien, avait bien retenu cette leçon, on l'a vu tout à l'heure, puisque dans les pensées, il nous disait « Nous ne vivons jamais, mais nous espérons de vivre, et nous disposant toujours à être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais. » Et donc, curieux paradoxe, on comprend, c'est la recherche du bonheur qui en réalité nous prive du bonheur. À trop soupirer après le bonheur, nous nous rendons malheureux. Alors, le paradoxe n'est apparent parce qu'en réalité se cachent dans cette phrase deux sens distincts du mot bonheur. Dans un premier sens, le bonheur, c'est l'état de satisfaction auquel on espère parvenir une fois qu'on aura obtenu tout ce qui actuellement peut nous laisser insatisfaits. Je serai heureux quand j'aurai ceci, quand j'obtiendrai cela. Et donc, c'est une course sans fin, c'est le meilleur moyen d'être insatisfait. Dans un second sens, on peut au contraire définir le bonheur comme l'état de contentement de celui qui profite effectivement de ce dont il dispose déjà. Et donc, dans ce cas, il n'y a rien à attendre du futur. Tout ce dont nous avons besoin pour être heureux se trouve déjà là, dans le présent. Alors, je parle du futur, mais le futur, c'est pas le seul coupable. Le passé, à sa façon, peut également nous faire manquer notre bonheur. Qu'il ait été joyeux ou déplaisant, nous avons tendance souvent à garder nos pensées braquées sur lui. Quand il a été blessant, nous n'arrivons pas à nous en défaire, nous sommes assaillis par les regrets, les remords. Ce n'est pas la meilleure façon d'être heureux, on en conviendra. Et puis quand il a été plaisant, au contraire, on va céder à la tentation de la nostalgie. On va s'y réfugier et douter de pouvoir jamais être aussi heureux que nous le fûmes alors. Et donc, c'est une certaine façon de renoncer au bonheur présent, bonheur réel, au nom d'un bonheur passé, au nom même peut-être d'un spectre de bonheur qui aussitôt se transforme en fait en malheur, voire en supplice. Donc, c'est bien de notre rapport au temps que dépend notre capacité à jouir du bonheur. Qui néglige le présent et ne pense qu'au passé ou au futur est bien mal engagé dans cette recherche. Celui qui, au contraire, se concentre sur l'instant présent, comme le Carpe Diem l'invite à le faire, n'encombre pas son esprit de sombres et amères pensées à propos de ce que lui a réservé la vie ou de ce qu'il ne possède pas encore. Et donc, le Carpe Diem, si vous l'avez bien compris, dans cette perspective, c'est autant un conseil à propos de ce dont il faut se saisir, l'instant présent, qu'au sujet de ce dont il faut se délivrer,
les inquiétudes, les soucis qui sont liés au passé, mais aussi à l'avenir. Donc pour cueillir le jour, il faut lâcher ce qui n'est pas le présent et se concentrer sur lui exclusivement. Et vous pourriez me dire, encore une fois, comment fait-on pour profiter du jour présent? Est-ce qu'il faut chercher autant que possible à jouir de tout ce qui se présente, se livrer à tous les plaisirs, sans exception? Est-ce que ça ne reviendrait pas finalement à se vautrer dans la débauche, comme on l'a si souvent reproché aux épicuriens, qui ont longtemps traîné une réputation de pourceaux, de jouisseurs grossiers? D'ailleurs, c'est bien un banquet qu'Horace décrit dans cette ode à Leuconoé. Et alors que celle-ci veut consulter des horoscopes pour se divertir, Horace rejette ses activités et propose d'en revenir au plaisir simple et vrai de l'existence, filtrer les vins pour les boire en toute convivialité entre amis. Alors c'est ça, cueillir le jour présent, boire un coup. Bon, évidemment, c'est pas désagréable, hein. Mais en même temps, ça semble peut-être un peu futile, eu égard à l'importance de l'enjeu qu'on se proposait ici, à savoir comment vivre pour vivre heureux. Et tout ce qu'Horace a à nous dire sur le sujet, c'est qu'il faut boire un coup entre copains. Bon, est-ce que c'est pas confondre d'éphémères plaisirs avec un bonheur durable? On peut trouver là qu'il y a une certaine forme d'insouciance, pour ne pas dire de frivolité, dans cette proposition. Horace prétend cueillir le jour, mais sa moisson d'aujourd'hui ne le privera-t-elle pas des récoltes de demain? Il est vrai que ce demain est incertain, mais quand même, il peut exister. Donc mieux vaut s'assurer par conséquent qu'il restera de quoi en jouir. Il ne faut pas, on l'a dit, que la préoccupation de l'avenir nous prive du bonheur présent, mais l'inverse est tout aussi vrai. Il ne faut pas que la jouissance du présent épuise nos chances de profiter de surcroît de l'avenir. Et à ce propos, c'est pas sans nous rappeler une petite musique de l'enfance, une petite fable que vous connaissez tous, la cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. La cigale, ce serait une incarnation possible du carpe diem. Elle cueille le jour, elle ne croit pas beaucoup au lendemain, et elle le confesse à sa manière. Nuit et jour à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Alors, certes, la fourmi n'est pas nécessairement un modèle plus enviable, mais elle a le mérite de mettre en relief quand même cette coupable insouciance de la cigale qui, par sa désinvolture, s'est rendue incapable de subvenir à ses propres besoins. Et donc les plaisirs d'hier s'avèrent ruineux face aux premières difficultés qu'elle rencontre. Et si c'est à ce résultat que conduisent les conseils d'Horace, il vaut mieux passer son chemin. Alors attention à ne pas se méprendre quand même sur ce sens du carpe diem. Horace ne fait pas l'éloge de la légèreté de la cigale. Il ne prône pas non plus les beuveries. Il incite simplement Leuconoé à se concentrer sur le présent, à être tout entière à ce qu'elle fait, comme on dit parfois, au lieu de se projeter dans le futur à coups d'horoscope. Et ce qu'elle fait en ce moment, c'est quoi? C'est filtrer les vins, justement, puisqu'on est à un banquet. Le filtrage des vins, ce n'est qu'un exemple d'activité présente à laquelle il faut se consacrer. Non pas pour le plaisir du vin, ou pas prioritairement pour le plaisir du vin, mais parce que c'est ce qui se passe maintenant. Et si Leuconoé avait été en train de boire de la tisane et avait parlé de consulter les horoscopes, Horace lui aurait dit « Sois sage, bois ta tisane, n'encombre pas ta courte vie de longues espérances ». Peut-être que, justement, les épicuriens, loin de passer pour d'invétérés jouisseurs, auraient eu la réputation de n'être qu'une bande d'ennuyeux buveurs d'eau chaude. Bon. En réalité, le conseil d'Horace se résume à quelque chose de simple. Fais ce que tu es en train de faire. Ne cherche pas plus loin. Sois satisfait de ce que tu as, de ce que tu fais. Ne soupire pas après ce qui te manque. Et en fin de compte, à qui comprend correctement le carpe diem, il apparaît que l'instant, si infime soit-il, peut prendre même des airs d'éternité. Et c'est en somme ce que nous rappelle le poète William Blake dans son beau poème justement Augure d'innocence, dont je vous ai mis un extrait. Voir un monde dans un grain de sable, un ciel dans une fleur sauvage, tenir l'infini dans la paume de la main et l'éternité dans une heure. Alors ces beaux vers nous ouvrent à une certaine conception de la temporalité, recentrée sur le présent, et ils nous renvoient aussi, il me semble, à notre capacité à saisir au vol l'instant, en particulier dans ce qu'il a de singulier, d'unique, mais peut-être aussi de propice à la réussite de nos actions. Cet instant favorable, les Grecs le nommaient communément le kairos. Et nous allons voir à présent en quoi le kairos nous fournit, dans le prolongement du carpe diem, des conseils sur un rapport au temps susceptible de nous rendre heureux. Alors, qu'est-ce qui est défini exactement, ce moment opportun? Qu'est-ce qu'il a de particulier? À quoi reconnaît-on que c'est le bon moment pour agir? Et surtout, comment ne pas passer à côté d'une opportunité qui ne s'offrirait qu'une fois?
Alors, afin d'incarner cette nature énigmatique et fuyante du kairos, les Grecs le représentaient plus souvent de la manière suivante, comme sur le bas-relief que j'ai fait figurer sur le document que vous avez entre les mains. On le figurait comme un bel et jeune adolescent, dressé sur la pointe des pieds, avec des ailes aux chevilles et dans le dos. Donc Kairos est vif, il est rapide, toujours en mouvement, et la fraîcheur de sa jeunesse suggère justement ce temps heureux qu'on appelle communément la fleur de l'âge. Vous remarquerez aussi que sa chevelure est ramenée sur l'avant du front, pour qu'on la saisisse quand on le rencontre, tandis que l'arrière de sa tête est chauve, de telle sorte qu'une fois que ses pieds ailés l'ont emporté, nul ne puisse le saisir par derrière, quelque désir qu'il en ait. Donc, à peine est-il passé que s'enfuit avec lui le moment d'agir, et il est impossible, lorsqu'on l'a manqué, de rattraper Kairos. Enfin, vous observerez qu'il tient de la main gauche une balance, en équilibre précaire sur la lame d'un rasoir, tandis que l'autre main est prête à faire pencher d'un côté l'un des plateaux, non pas comme on le croit parfois à en stabiliser l'équilibre. Et donc l'instant critique sur le fil du rasoir apparaît aussi comme l'instant du basculement décisif qui va faire pencher la balance, soit en notre faveur si c'est une occasion favorable, soit en notre défaveur si c'est un instant fatal. Et donc le kairos incarne ce moment où le cours du temps semble hésiter, vaciller, pour le bien comme pour le mal de l'homme. Alors il y a énormément de domaines où c'est important de savoir saisir le moment crucial. Dans l'art médical, tel que l'enseigne Hippocrate, le kairos représente le moment adéquat où on va administrer un remède adapté à la singularité du patient en vue de le guérir. Pour le stratège militaire, ça va désigner le moment idéal pour attaquer l'ennemi, pour mettre de son côté toutes les chances de remporter la bataille. Et puis, dernier exemple, pour l'orateur de talent, qui est habitué à improviser, c'est le kairos qui va permettre de décider du moment où on doit parler et du moment où on doit se taire. Et on peut dire aussi que de lui dépendent le choix du thème du discours, ce qui doit être approprié à la circonstance, et les exemples qui vont illustrer, agrémenter le propos, ainsi que les différents procédés stylistiques qui serviront à persuader efficacement l'auditoire en présence. Donc, toutes les acceptions du terme grec de kairos ne sont pas strictement temporelles, parce qu'elles renvoient toujours également à l'idée de juste mesure, de convenance qui conditionne l'efficacité de l'action. Bon, néanmoins, on peut dire que ces significations contiennent toujours aussi le renvoi implicite à une certaine idée de la temporalité de l'action humaine, selon laquelle une action réussie, c'est quoi ? C'est celle qu'on accomplit quand il faut, ni trop tôt, ni trop tard. Alors à partir de là, on va pouvoir retenir 3 traits essentiels du kairos, comme le fait le philosophe Vladimir Yankelevitch dans le premier tome de cet ouvrage qui s'intitule « Le je ne sais quoi et le presque rien », qu'il intitule justement « La manière et l'occasion ». D'abord, on peut dire que le kairos est infinitésimal. C'est cette conjoncture éclair, si courte qu'elle tient dans un battement de paupières. Donc, en aucun cas, c'est une durée qu'on pourrait chronométrer ou un intervalle de temps plus ou moins long, susceptible d'être mesuré à l'aide d'un chronomètre, mais au contraire, c'est un point critique, d'une brièveté extrême, un presque rien, justement, imperceptible pour celui qui n'y est pas attentif. À peine on l'a entrevu que, il est déjà passé. Donc, plutôt que la quantité, c'est la qualité de l'instant qui importe dans la détermination du kairos. Et ça suppose justement que le temps, c'est pas un continuum homogène ou une succession linéaire d'instants indifférenciés, mais bien un enchaînement de moments qualitativement distincts, comme nous l'expliquait Bergson au tout début de cette intervention. Donc, des moments dont certains vont se révéler particulièrement féconds, alors que d'autres seront tout à fait défavorables. Et donc, de ce caractère exceptionnel du kairos va découler sa deuxième propriété. Comme tout moment de grâce, il est forcément imprévisible. Nul ne peut dire à l'avance quand surviendra cette occasion capricieuse susceptible de renverser une situation à son avantage. Donc ça signifie que le temps n'est pas seulement qualitativement hétérogène, comme on l'a dit, mais il est en outre une perpétuelle innovation, pas une simple continuation linéaire. Chaque instant qui advient est unique, il ne ressemble pas à celui qui l'a précédé, et on ne peut pas non plus déduire exactement de la situation antérieure qu'est-ce qui va en découler. Aucune horloge n'indique l'heure propice où l'événement doit advenir pour modifier notre destin, écrit Yankelevitch. De là vient justement qu'il est si difficile de saisir le kairos, parce que la capture de l'occasion échappe à toute anticipation,
Et celui qui ne fait pas preuve d'une vigilance accrue ne saura pas cueillir l'occasion lorsqu'elle se présente. Le kairos exige donc de l'homme d'action non pas une attente patiente, voire même passive, mais plutôt une tension aiguë, une attention lucide. Pour saisir l'impromptu, il faut être comme le chasseur aux aguets, toujours sur le qui-vive, se tenir prêt à bondir pour capturer une proie agile et ne surtout pas la laisser s'échapper. Parce que justement, une fois qu'il est passé, le kairos ne reviendra plus. L'irréversibilité constitue la troisième et sans doute la plus tragique de ses qualités. L'occasion perdue ne sera jamais renouvelée, car elle est unique, et c'est pourquoi elle ne se présentera pas une seconde fois. C'est d'ailleurs peut-être lorsque nous venons de le manquer, lorsque c'est trop tard pour agir, que le kairos nous fait ressentir avec le plus d'acuité cette irrémédiable fuite du temps. Jamais auparavant, et puis jamais plus. Ce moment décisif est bien souvent méconnu au présent pour n'être reconnu qu'au passé, entraînant justement avec lui son cortège d'amers regrets, si j'avais su, si j'avais vu, j'aurais pas dû, etc. Et donc ne reste plus à l'infortuné que l'espoir qu'une autre opportunité, forcément différente, vienne se présenter, que cette fois-ci il ne faudra pas laisser filer. Donc on a dit infinitésimal, imprévisible et irréversible. Ce qui veut dire que le kairos, c'est une réalité qui est essentiellement fuyante, insaisissable. Et bien qu'on puisse en décrire un certain nombre de qualités, comme on vient de le faire, il semble difficile, voire impossible, d'en élaborer une détermination rationnelle. Pourtant, c'est ce que nous aimerions tous, justement, une recette clé en main pour devenir des experts en kairos, spécialistes dans l'art de mettre à profit les bonnes occasions que nous rencontrons. On voudrait savoir exactement en quoi consiste cette sorte d'intelligence pratique, rusée, multiforme, pour pouvoir l'acquérir et pour pouvoir s'en servir dès que c'est possible. Peut-être d'ailleurs même que dans les faits, on constate que certains d'entre nous disposent d'un véritable talent pour capturer l'instant décisif, alors que d'autres sont au contraire atteints d'une sorte de maladresse temporelle chronique qui leur fait systématiquement rater leurs entreprises. On voit bien qu'il y a d'un côté d'habiles stratèges, forts d'un talent spécial pour intervenir à point nommé, et puis de l'autre côté d'incorrigibles gaffeurs qui agissent toujours à contretemps. Alors ils peuvent échouer par excès de précipitation, comme le font certains grands émotifs passionnés, trop pressés pour se retenir d'agir, ou alors ils peuvent manquer le coche à cause de leur irrémédiable lenteur. Alors là, ce sera plutôt le cas des perpétuels indécis. Bon, dans les deux cas, on a affaire à des professionnels de l'anachronisme qui manquent cruellement de finesse temporelle dans la conduite de leurs actions. Donc certains hommes atteignent le kairos et l'atteignent même mieux que d'autres. Alors est-ce qu'il faut n'y voir qu'une affaire de chance, celle-ci dispensant ses faveurs de façon ponctuelle, aléatoire? À mon avis, ça me semble douteux parce qu'il apparaît clairement que quelques-uns se distinguent au contraire durablement par ce sens aiguisé de leurs propos. C'est pas par hasard qu'ils tombent à pic, mais bien parce qu'ils disposent d'une vertu précieuse dont ils sont l'incarnation vivante, et cette vertu, Aristote la nommera phronésis, alors un terme grec qu'on a le plus souvent traduit par prudence, mais le terme ne rend pas exactement le sens du vocable grec. Et donc, dans son Éthique à Nicomaque, qui est un traité pratique qui doit guider l'homme vers le bonheur, Aristote considère que, je cite, « la meilleure façon de saisir ce que c'est que la prudence, c'est de considérer quels sont les hommes que nous appelons les prudents. » Il s'agit donc de s'interroger sur un certain type d'hommes dont l'histoire, la littérature, les légendes nous fournissent des modèles, et peut-être qu'en les étudiant, on trouvera justement le moyen de leur ressembler. Alors, qu'est-ce que c'est que le prudent? Pour Aristote, le prudent, c'est l'homme capable de bien délibérer, c'est-à-dire de choisir les bons moyens en vue des fins qu'il s'est prescrites. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit posément, qui ne se jette pas tête baissée dans l'action, qui fait preuve de circonspection dans l'évaluation de chaque situation qu'il rencontre. Parce qu'il sait que, je cite, « ceci est utile aujourd'hui, mais ne le sera pas demain. Utile pour l'un, mais non pour l'autre. Utile dans certaines circonstances, mais non dans d'autres. » Et donc, c'est la raison pour laquelle Aristote voit en lui non pas un jeune homme ardent et fougueux, mais plutôt un homme d'expérience, à qui le temps a donné justement l'avantage de connaître une grande variété de circonstances particulières. Alors, il ne faut pas non plus s'imaginer l'homme prudent comme un vieux sage devenu contemplatif parce que le temps lui aurait retiré son audace. La prudence, ça ne désigne pas cette espèce de tiédeur un peu pusillanime
qu'on entend parfois aujourd'hui. Le mot n'a pas cette connotation parfois péjorative que nous pouvons y voir. Et donc, si l'homme prudent délibère longuement avant d'agir, ensuite il est rapide à accomplir les décisions qu'il a prises. C'est quelqu'un de pragmatique, dont l'excellence justement porte sur des situations qui ne sont jamais les mêmes. Et on peut dire de lui, en quelque sorte, qu'il possède l'intelligence de la contingence. Parce que justement, pour Aristote, ce qui caractérise notre monde, c'est l'indétermination, c'est l'ambiguïté. Nous vivons dans un monde qui est imparfait, qui est soumis au devenir, à la génération, à la corruption. Tout y change perpétuellement, tout y est sous le sceau de la finitude. Et donc, les choses peuvent toujours être autres qu'elles ne sont. À la différence de ce qui se passe, selon lui, dans le domaine divin, où tout est parfait, immobile, incorruptible. Donc, la prudence, si on comprend bien, renvoie à une double imperfection, à la fois celle de l'homme, qui, faute d'être un dieu, ne peut jamais tout savoir en ce qui concerne le cours des événements à venir, mais aussi celle du monde humain, qui est un monde affecté par les caprices du temps, marqué exactement par l'inachèvement. Alors, au lieu de regretter que rien n'est assuré en ce monde, on peut aussi y voir avec enthousiasme la possibilité pour l'action humaine de se déployer librement, dans la réalité. Parce que dans un monde qui serait régi par le destin, par la volonté des dieux, le problème c'est que tout serait écrit à l'avance, et donc à quoi bon se fatiguer à agir dans ce cas-là, puisque ce qui est écrit devra fatalement arriver. Au contraire, en s'affranchissant de la volonté divine, l'action humaine devient libre, autonome, responsable. Et l'absence de destin est surtout à envisager comme la charge de la liberté de l'homme, et en même temps comme son gage, comme le dit justement le célèbre commentateur d'Aristote, Pierre Aubinck, dans un très bel ouvrage qu'il intitule « La prudence chez Aristote ». Donc, il faut voir dans cette contingence plutôt une chance qu'un obstacle. La chance de tirer parti des occasions favorables. Et c'est exactement ce que fait l'homme du Kairos. Donc, on a dit homme d'expérience, homme d'action. Le prudent, c'est celui qui sait ce qu'il faut faire et quand il faut le faire. Le temps opportun va représenter pour lui un juste milieu entre deux extrêmes, ni trop tôt, ni trop tard. Alors, évidemment, ce milieu n'est jamais une pure moyenne arithmétique, c'est plutôt un point d'équilibre instable, un seuil mouvant qui s'approche tantôt de l'excès, tantôt du défaut. Et de là vient que le savoir de l'homme prudent, ce n'est pas une science. La science, elle porterait sur quelque chose de nécessaire, sur quelque chose d'universel. Et on vient de voir que on ne délibère que sur ce qui est contingent, c'est-à-dire ce qui peut tout à fait devenir autre. Donc le problème, c'est que le fait que la prudence ne soit pas une science va la rendre impossible à enseigner. Ce n'est pas un discours théorique susceptible d'être exposé, d'être expliqué par un ensemble de propositions qui pourraient s'enchaîner de manière démonstrative. D'ailleurs, un tel savoir, ça ne convient pas pour l'action, on le voit bien, parce que ce sera un savoir beaucoup trop général, beaucoup trop abstrait, beaucoup trop éloigné de la singularité des circonstances. En politique, par exemple, Aristote fait le constat d'un certain divorce entre théorie et pratique, et il distingue d'un côté des théoriciens inefficaces, comme les sophistes, et de l'autre des politiques tout à fait pertinents, comme le grand Périclès, dont, dit-il, on pourrait penser qu'ils agissent par une sorte de capacité et par expérience plutôt que par raisonnement. La preuve en est qu'on ne les voit jamais écrire ou discourir sur de telles matières, pas plus que d'autre part nous ne les voyons avoir jamais fait des hommes d'État de leurs propres enfants ou de certains de leurs amis. Donc, malheur, le prudent est incapable de transmettre cette espèce de flair appliqué aux réalités mouvantes, cette espèce d'intuition spécifique dont il est doté, parce que l'expérience dont il dispose, c'est un savoir vécu, plutôt qu'un savoir appris. Cette expérience acquise, si vous voulez, c'est une sorte de savoir à mi-chemin entre la sensation et la science, qui est enraciné dans sa propre existence, et dont l'incommunicabilité n'est que l'envers de la singularité. Donc, que faut-il faire ? Il appartiendrait à chacun de reconquérir cette expérience pour soi-même, dans la patience, dans le travail, et donc on est quand même assez déçu de comprendre en lisant Aristote que la prudence ne peut pas s'enseigner parce que on aurait bien aimé justement avoir la recette pour la maîtriser. Alors dans ce cas-là, on va s'accorder assez volontiers avec le rhéteur qui s'appelait Denis d'Halicarnasse, qui fut aussi un commentateur des thèses d'Aristote,
parce que Denis d'Halicarnasse dressait au 1er siècle le constat décevant que aucun orateur, ni philosophe, n'est jamais parvenu à écrire quoi que ce soit d'utilisable au sujet du kairos. Alors, c'est pas pour autant qu'un tel projet a déserté l'histoire de la philosophie. Et on va le voir renaître à la Renaissance, justement, chez un auteur qu'on appelle Machiavel, dans son fameux traité de politique qui s'intitule Le Prince, dans lequel, justement, Machiavel donne des règles de conduite à ceux qui gouvernent et leur enseigne l'art de profiter de l'instabilité des principautés pour s'emparer du pouvoir et puis pour le conserver durablement entre les mains. Machiavel est à une période où il rêve de voir une Italie qui serait unifiée. On est dans une époque où le pays, qui n'est pas encore justement celui qu'on connaît aujourd'hui, est complètement ravagé par des guerres internes, des pillages. Et donc, Machiavel a tout à fait conscience que le prince nouveau doit faire preuve d'une grande habileté pour s'adapter à des circonstances qui sont perpétuellement changeantes. Et donc, plus que jamais, sur l'échiquier politique italien, qui est en proie à des révolutions successives, aussi soudaines qu'imprévisibles, les occasions sont précieuses. Et le prince doit s'empresser de ne pas les rater, de peur que d'autres s'en emparent à sa place. Donc Machiavel écrit pour des aventuriers d'un genre nouveau, à qui il enseigne l'art délicat de triompher de ce qu'il appelle la fortune, cette puissance capricieuse et changeante qu'il fait ainsi parler. Je suis l'occasion, je ramène devant moi tous mes cheveux flottants, et je dévoile sous eux ma gorge et mon visage pour que les hommes ne me reconnaissent pas. Derrière ma tête, pas un cheveu ne flotte, et celui devant lequel je ne serais pas passé se fatiguerait en vain pour me rattraper. Vous l'aurez reconnu, qu'on l'appelle Kairos ou Fortuna, c'est toujours cette même occasion propice qui fait l'objet de notre quête philosophique. Alors trêve de suspense, que faut-il faire, selon Machiavel, pour saisir l'opportunité qui se présente ? Machiavel considère que le prince doit posséder un talent politique qu'il nomme virtu, qui n'est plus vraiment tout à fait la prudence d'Aristote. Parce qu'en effet, la vertu de l'homme politique doit surtout être comprise dans ce contexte moderne comme la capacité d'imposer sa volonté à la fortune. L'occasion n'est plus seulement une faveur dont il faut savoir profiter, mais elle est aussi ce que nous devons pouvoir provoquer. Machiavel ne dit pas évidemment qu'on peut forger de toute pièce sa propre chance, parce que ça n'en serait plus une, évidemment, mais il dit plutôt qu'il est parfois possible d'aider le destin, de l'infléchir à notre avantage en faisant preuve d'intrépidité plutôt que de circonspection. Et donc, à trop attendre le moment opportun, on finit par ne plus rien faire. Mieux vaut se lancer dans l'action, tenter avec vaillance de maîtriser la fortune, parce que justement c'est aux audacieux qu'elle sourit. Et donc c'est ainsi que Machiavel va conclure le chapitre 25 de son traité, je cite « Je pense cependant qu'il vaut mieux être bouillant que circonspect, parce que la fortune est femme, et qu'il est nécessaire de la battre et de la maltraiter pour la tenir sous sa dépendance. Elle se laisse plus facilement vaincre par ceux-là que par ceux qui la traitent avec froideur. Comme les femmes, elle aime les jeunes gens, parce qu'ils sont moins respectueux et plus violents, et qu'ils la maîtrisent avec plus d'audace. » Alors, à titre de conclusion, je vous inviterai à retenir 3 points. D'abord, je ne recommande pas aux messieurs de prendre au pied de la lettre. Cette exhortation a une forme de galanterie plus que douteuse. C'est fort heureux que Machiavel se soit occupé d'écrire sur la politique plutôt que sur l'art d'aimer. Deuxièmement, en temps de crise, il semble que cette peur du lendemain qui parfois nous habite se révèle assez inhibante. Elle nous empêche d'aller au-devant des occasions qui se présentent. Et à ce titre, la lecture de Machiavel a un effet, il me semble, tout à fait rafraîchissant, tout à fait stimulant. Son propos est qu'au lieu de tergiverser pour savoir si c'est le bon moment pour agir, on ferait mieux de prendre le taureau par les cornes, ou le kairos par les cheveux, et de créer nos propres opportunités. En somme, il vaut bien mieux faire et se repentir, dit-il, que ne rien faire et se repentir. Enfin, certains préféreront se dire que pour une occasion ratée, d'autres se présenteront bien et qui leur permettront alors de tenter leur chance à nouveau. À quoi bon se tourmenter pour une opportunité manquée alors que d'autres s'offriront plus tard ? C'est vrai que la vie en ce sens, c'est une chance durable et permanente qui met à notre disposition une multiplicité d'instants propices. Mais ça ne doit pas nous faire oublier que cette chance permanente qu'est la vie, elle n'arrive qu'une fois. On peut bien louper une occasion d'agir,
Mais ce à côté de quoi il ne faut pas passer, c'est bien sa propre existence. Elle est une chance unique, fugace, dans toute l'éternité. Elle est ce kairos qui est le mien, celui de personne d'autre, ce que je me dois de saisir avant qu'il soit trop tard. Alors, je vous y invite, cueillons le jour, comme nous y invite le poète Horace, carpe diem, vivons pleinement et ne nous retenons pas d'attraper le kairos lorsque nous croiserons son chemin. Merci.